Alors, c'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces slides, ces thématiques aussi importantes sur les plans d'expérience et leur impact, leur application au monde industriel. Alors, vous avez mes contacts. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans ce domaine-là, je serai à votre entière disposition. Peut-être avec si Mohamed El Moudine, j'ai anticipé un peu sur les plans d'expérience parce que vraiment c'est une phase que je compte vraiment mettre en place dans ma chaîne YouTube avec tout un cours bien détaillé avec vraiment le b.a.-ba de cet outil-là. Mon plan va être comme suit. Je vais commencer par une petite introduction sur les plans d'expérience, quelques généralités sur les plans d'expérience, les types de plans d'expérience, et bien sûr des exemples d'applications avec des démonstrations, bien sûr, sur le logiciel Jump. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on en parlera après, Inch'Allah. D'accord? Alors, comme, comme introduction, je veux bien préciser une chose. Je sais très bien que la plupart d'entre vous sont dans le domaine de la qualité. J'ai essayé vraiment de vous dire, juste pour vous dire que le plan d'expérience, vraiment, c'est un outil qui est orienté qualité. Bien sûr, on fait un plan d'expérience pour contrôler quelque chose. Et cette chose-là, dans une industrie, il est toujours orienté de la qualité du produit, la qualité du travail, la qualité du process, la qualité de beaucoup de choses, mais toujours autour de la qualité. Parce que c'est pour améliorer un procédé industriel ou la performance financière ou bien, je ne sais pas, même la performance sociale, on est obligé de faire appel à des outils de plan d'expérience pour contrôler un peu les différents maillons de la chaîne de production. Alors, ce plan d'expérience et son point fort, c'est qu'il nous permet de répondre à une série de questions, notamment, il nous permet à répondre, à cerner les facteurs qui ont un rôle majeur. Ça veut dire les facteurs, vous le savez tous, que quand on est face à une situation bien déterminée, une petite problématique ou une grande problématique, on fait certainement appel à des brainstorming pour collecter un peu les idées, chercher un peu quels sont les facteurs inhérents qui impactent un facteur déterminé. Alors, on liste un grand nombre, mais pour répondre, cerner parmi ces facteurs lesquels qui ont un impact majeur, c'est grâce à cet outil-là qui est très important. On aura aussi d'autres outils, on essaiera d'en parler un peu au cours de ma présentation. Bien sûr, on va essayer de chercher aussi ceux qui n'ont pas d'influence sur la réponse étudiée, d'accord? Et bien évidemment, on va essayer encore aller plus loin, d'aller pour évaluer cet impact. Et ça va nous permettre d'évaluer l'impact d'une part et essayer de comparer l'impact d'un facteur par rapport à l'impact d'un autre facteur. Et c'est ce qui est important pour hiérarchiser l'impact des facteurs. On en parlera aussi dans les plans d'expérience de la notion d'interaction. Pour les gens de la chimie, ils vont certainement savoir, ils auront aussi une idée sur des phénomènes d'interférence et des choses entre les molécules, entre les produits, etc., et la notion de matrice, etc., etc. Mais à travers les plans d'expérience, on arrivera quand même à apporter beaucoup de réponses concernant ces problèmes d'interaction, que ce soit dans les plans de mélange ou bien les plans d'expérience. Alors, on va aussi, ce qui est très important dans les plans d'expérience, c'est qu'on arrive à exprimer cette relation entre l'input et l'output, ça veut dire les facteurs et la réponse qu'on veut contrôler. Ça, ce qui est très, très important. Alors, au niveau méthodologique, euh, peut-être j'ai dit 8, mais pour élaborer, pour faire appel à un outil de plan d'expérience, on commence d'abord par la définition des objectifs et les critères. Parce que la plupart des gens, ils se lancent sur des plans d'expérience ou bien des plans d'expérimentation au niveau laboratoire ou bien au niveau agricole, au niveau beaucoup de choses, au niveau industriel, mais ils oublient de passer assez de temps sur cette étape, au niveau de cette étape-là parce que c'est une étape qui est très très importante. Un bon démarrage génère automatiquement des bons résultats. Alors, bien sûr, la deuxième étape, il faut définir les facteurs et le domaine expérimental. Ça veut dire on définit les facteurs qui impactent
la réponse qu'on veut contrôler, d'accord? Et là, on aura affaire à des brainstorming et des études sur l'historique du procédé industriel, etc., des fichiers Excel qu'on va certainement matcher pour trouver quels sont les facteurs et le domaine. On sera aussi amené dans cette étape-là à faire des recherches bibliographiques, certainement pour les gens, les étudiants qui sont en projet de fin d'études ou bien les doctorants qui sont dans des sujets de thèse. D'accord? Ça serait très important vraiment de passer assez de temps là pour concerter avec les spécialistes, etc., etc. Alors, une fois on passe ces deux étapes-là correctement, on peut se permettre, dans la troisième étape, de construire notre plan d'expérience. Alors, le plan d'expérience, dans ce cas-là, à travers ça, bien sûr, il va prendre en considération un certain nombre d'aspects, notamment l'aspect économique, d'accord? Combien tu as d'argent, combien on a d'argent pour conduire ces expériences, parce que vous le savez tous, une expérience, ça coûte de l'argent. Il y a le consommable, il y a le laboratoire, il y a beaucoup de choses, d'accord? Il y a le matériel, il y a assez de choses. Il y a aussi la contrainte temps, d'accord? Et la contrainte ressources humaines. Il y a des expériences ou bien des essais dans des expériences qui durent par exemple 3, 4 jours, même une semaine, d'accord? Et là, si vous êtes limité par le temps, et si vous avez un problème sérieux, vous avez beaucoup de choses, alors là, vraiment, on a toujours intérêt à réduire le nombre d'essais, bien sûr, et c'est à ce niveau-là que ça se décide. Parfois, on a un budget pas énorme pour conduire assez d'essais, donc on est obligé de réduire le nombre d'essais. Et c'est là où le plan d'expérience vraiment nous ramène une réponse assez importante. C'est-à-dire comment on peut réduire le nombre d'essais, d'accord? Tout en faisant sortir le maximum d'idées, le maximum de connaissances, le maximum d'informations concernant un process. Une fois on a élaboré notre plan d'expérience, on passe à l'expérimentation. Et bien sûr, là aussi, c'est un point qui est très très important parce que l'expérimentation doit vraiment respecter un certain nombre de règles. Il y a des étudiants, par exemple, il a des essais, par exemple, il a 40 essais et il essaie de les répartir entre quatre, quatre copains. Chaque copain, il fait 4 essais ou bien 4 opérateurs dans une société industrielle. Et là, vraiment, c'est pas bien parce qu'il y a des phénomènes qui peuvent biaiser un peu les résultats. Parce que les opérateurs, quand on change les opérateurs, quand on change des machines, quand on change de lieu, quand on change de laboratoire, il y a vraiment des choses qui changent, bien sûr, et qui impactent les résultats. Je ne veux pas en parler parce que on aura certainement l'occasion d'en parler de la notion de répétabilité, de reproductibilité, de justesse, de fiabilité, la notion de validation des méthodes laboratoires, je pense que c'est la norme ISO 17025 si je ne me trompe pas. Donc, on a beaucoup de choses qu'il faut respecter à ce niveau-là qui sont très, très importantes. Alors, une fois on a l'expérimentation, ouf, on a les données, on a tout, on passe à l'analyse. L'analyse, c'est pas tellement important, c'est pas vraiment très difficile. Il faut pas que ça vous effraie. La partie analyse, s'il y a des logiciels, il y a des outils qui peuvent faire l'analyse des résultats et l'élaboration de modèles. Et je veux dire, là par modèle, c'est la relation qu'il y a entre la réponse et les inputs. Bien sûr, une fois on fait les analyses, on va aboutir à un certain nombre de conclusions et des décisions éventuellement. Et pour prendre ces décisions-là, parce qu'on va prendre des décisions concernant notre procédé industriel, et pour les prendre, il faut conduire des, des essais de validation. Ça veut dire le patron va te dire, ah non, je ne vais pas m'engager avec toi, fixer la température à 60, ou bien la pression à une valeur, ou bien une vitesse de malaxation à une vitesse assez élevée. Il va te dire, non, 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 je vais m'assurer, je vais passer 2 ou bien 3 ou bien 4 essais pour valider ce que tu viens de me dire et valider la performance que tu m'as promis à travers ton plan d'expérience. Et c'est la phase d'essai supplémentaire, de validation des résultats de modèle. Et une fois le modèle est validé, alors automatiquement, on va conclure au résultat dicté par l'optimisation générée par les plans d'expérience. Alors,
les outils nécessaires. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression de dire, voilà, moi je vais faire les plans d'expérience. Oui, on peut faire les plans d'expérience, mais c'est très important vraiment de tourner autour et il faut avoir un background, il faut avoir des prérequis. Et il faut savoir que les plans d'expérience sont principalement fondés sur l'outil statistique. Principalement, je dirais facilement à 80% fondés sur des statistiques. Comme vous pouvez le voir là, le premier outil, les méthodes d'outils de traitement de problèmes, c'est des outils génériques que tout le monde doit normalement connaître. C'est des petites démarches qualité qu'on peut trouver partout dans... Il y a le remue-ménage, que vous savez certainement tous. Il y a les QQOQCCP, QAQ, etc. Le diagramme de Pareto. Il y a le diagramme d'Ishikawa, de cause-effet. Il y a comment élaborer un plan d'action. Il y a certains gens qui vont dire, ah monsieur, gain et pertes, on a l'impression d'être dans une théorie de management de projet. Oui, parce que le plan d'expérience en lui-même, c'est un projet. Il doit être géré en tenant compte de contraintes financières, contraintes temps, contraintes logistiques, il y a un certain nombre de choses, contraintes ressources humaines, il y a un certain nombre de choses. Donc, il faut vraiment maîtriser ces deux outils parce que c'est des outils ils sont un peu passe-partout. Il y a le deuxième outil qui est très important, c'est tout ce qui est statistique descriptive de base. Alors, ce que je veux dire là par ce statistique descriptive de base, je veux dire tout simplement tout ce qui est analyse univariée, moyenne, écart type, etc., variance, les tableaux de contingence, les qui-deux, la régression linéaire simple, la régression linéaire multiple. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, si vous arrivez à maîtriser ces trois volets, les statistiques descriptives univariées, la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple, là, vous pouvez vous estimer un peu à la hauteur vraiment de ne pas faire pour faire juste les plans d'expérience, mais vous allez maîtriser et contrôler les résultats qui vont vous être générés par un logiciel comme le JUMP par exemple ou bien le Nemrod. Alors, bien sûr, les tests d'hypothèse et les risques statistiques, moi, pour les gens qui veulent aller vite, moi, je peux me permettre de dire, c'est pas tellement important, mais quand même, il faut les connaître. Les analyses de données multidimensionnelles, ce que je veux dire là, sur le multidimensionnel, il faut juste maîtriser l'outil régression linéaire multiple. Alors, quelques généralités. Alors, l'objectif principal, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un système, c'est pour un système industriel de laboratoire dont l'état dépend des variables aléatoires, opératoires. L'objectif du plan d'expérience, c'est pour optimiser une situation qui peut être une qualité, qui peut être un temps, qui peut être... Vous pouvez imaginer beaucoup de choses parce que c'est un outil vraiment transversal qui peut vous aider à vraiment à appréhender une multitude de cas aussi complexes. Alors, j'ai essayé de vous schématiser le phénomène sous cette forme-là, d'accord? Quand on est face à un procédé, on a certainement des variables qu'on contrôle, c'est la variable x là, d'accord? Et on a des variables y. Y, c'est des variables qui sont à la sortie. Alors ces variables-là, on les appelle les variables explicatives ou bien des facteurs. On peut aussi les appeler des variables, je ne sais pas, mais des variables indépendantes. Alors le Y, les réponses qu'on veut contrôler, qu'on veut optimiser, peuvent s'appeler des variables réponses, ou bien des variables réponses, on peut les appeler aussi des variables expliquées, ou bien des variables dépendantes. Chacun il les nomme à sa manière. Alors, les plans d'expérience, c'est quoi en fin de compte? C'est quoi? C'est une succession d'essais qui sont organisés
avec un minimum d'essais et avec un maximum de précision, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. On fait un minimum d'essais, bien sûr en minimisant les coûts de tout ce qui est consommable, temps, etc., 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 mais on maximise, et ce qui est très important dans ça, c'est qu'on maximise, et ce qui est très important dans l'histoire, c'est qu'on peut maximiser, on peut maximiser, on peut maximiser, on peut maximiser la précision. Maximum de précision concernant votre système. Alors, on peut le voir sous cette forme-là. Voilà, je pense que j'ai un petit problème là. Ça veut dire que, attendez, ça veut dire que c'est des facteurs, d'accord? C'est des facteurs entrants, d'accord? Et des réponses. Et vous avez votre système et vous avez un modèle qu'on veut calculer qui est la relation qui lie l'entrée avec la sortie, d'accord? Et vous avez un bruit. J'ai mis le bruit en rouge là juste pour vous dire que parfois on est face à des situations où on doit prendre en considération ce bruit-là, on va en parler sur les plans d'expérience de Taguchi. D'accord? Alors, le protocole, elle est comme suit. D'accord? C'est la création de notre plan d'expérience. On réalise nos essais. D'accord? On fait la modélisation statistique. Ça peut être ici, j'ai traité le cas le plus complexe, c'est les surfaces de réponse. On fait l'optimisation, on trouve quelle est la combinaison des facteurs qui nous donnent une robustesse ou bien une optimisation à un résultat meilleur. Et puis, on sélectionne des essais et à valider. On fait la validation. Si la validation se passe très très bien, alors automatiquement, on passe à la solution choisie. Ça veut dire là, vraiment, on est dans la phase. Mais si les essais de validation ne sont pas corrects, on doit vraiment remettre en question et on va se boucler vers la modélisation. Et dans la plupart des cas, si on démarre bien cette étape-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois on passe directement vers la solution choisie parce que si on fait attention à un certain nombre de détails, toutes les choses se passeront bien. Alors, les plans d'expérience, le modèle, c'est quoi normalement? Et c'est ça l'objectif des plans d'expérience, c'est que vous pouvez le voir là, qu'on arrive à faire sortir cette relation entre la réponse, une réponse, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et bien sûr les variables, une fonction qui a en relation avec les variables entrantes, ou bien ce qu'on appelle les variables explicatives, ou bien les facteurs. D'accord? Alors, bien sûr, quand on va définir ces facteurs-là, quand on a des facteurs, ça peut être la température, la pression, je ne sais pas, le pH, le courant, la vitesse de malaxation, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais quand on parle d'un facteur, on est obligé de parler de ce qu'on appelle un espace expérimental. Pourquoi? Parce que tu me dis la température, vous me dites la température, la première question que je vais vous poser, mais la température, elle est entre quoi et quoi? Ça veut dire là, vraiment, vous avez défini, vous avez choisi le facteur parce que vous avez fait un brainstorming, vous avez fait une recherche préliminaire, une recherche bibliographique, vous avez concerté avec des spécialistes, etc. Vous avez opté pour la température comme étant un facteur susceptible à impacter votre réponse. Mais là, il faut aussi approfondir votre connaissance, mais le facteur température, il doit être limité entre quelle valeur et quelle valeur. C'est la valeur minimale et la valeur maximale. Et ça nous donne vraiment un espace expérimental. Alors, comme vous pouvez le voir là, le cas d'un seul facteur, on peut s'imaginer sur, par exemple, l'exemple que je vais traiter avec vous, le taux des protéines sur la texture du yaourt, par exemple. D'accord? Alors, la variable taux de protéines, il impacte, par exemple, la texture du yaourt ferme, par exemple. Alors, la variable taux de yaourt, le taux de protéines, c'est exactement cet axe-là que j'ai noté par facteur. Donc, c'est l'axe expérimental ou bien ce qu'on appelle le domaine expérimental. D'accord? L'espace expérimental.
Mais ici, ce que j'ai mis en jaune ici, c'est exactement les limites basses et la limite haute de mon facteur. J'ai mis moins 1 et plus 1. Vous allez voir après pourquoi j'appelle ça. J'ai fait cette codification parce que c'est vraiment intéressant pour nous. Alors, dans le cas d'un plan d'expérience, on a deux facteurs qui impactent une réponse. On peut s'imaginer sur comme on va le voir, par exemple, la densité de courant et le pH de la solution, il impacte le rendement de l'électrolyse. Alors, le rendement de l'électrolyse, c'est une réponse, et le pH et la densité de courant, c'est des facteurs. Alors, bien sûr, il faut que, par exemple, le pH il est entre une valeur basse et une valeur haute, d'accord? Et bien sûr, la densité de courant, il est représenté par l'axe des Y, par exemple, entre une valeur basse et une valeur haute qui sont notées par moins 1 plus 1. D'accord? Alors, tout ce quadrant-là, c'est ce qu'on appelle un espace expérimental. Ça veut dire que si je prends un point ici, d'accord? Alors, un point de ce quadrant-là, il représente un essai. Ça veut dire qu'il a une projection sur l'axe des X, une projection sur l'axe des Y. Ça donne une configuration du facteur F1 et le facteur 2. D'accord? Et ça nous donne un essai. D'accord? Mais parfois, ce qui est important dans l'espace expérimental, c'est qu'on peut se mettre à ce niveau-là et notre procédé ne marche pas. Par exemple, si on a une température assez élevée, par exemple, supposons que le facteur 1 représente la température, on se met ici, un peu plus loin. Alors, on a une température élevée. Alors là, vraiment, votre système va être bousillé. Votre procédé va s'arrêter, va être implanté. D'accord? Donc, on a l'espace expérimental, mais on a juste une zone, on a la faisabilité, ça veut dire notre procédé, il marche. Alors, cette zone-là que j'ai mis ici par un carreau ou bien un rectangle, un carreau, c'est juste pour dire c'est l'espace, ce qu'on appelle l'espace, le domaine d'étude. Ça veut dire moi, je ne m'intéresse pas à tout ce domaine expérimental ou bien cet espace expérimental, mais je m'intéresse à la zone bleue, d'accord, qui est là. C'est là où je vais étudier mon procédé. D'accord? Il y a des outils qui nous permettent un peu de l'exploration de l'espace expérimental, mais c'est des outils un peu durs, mais ça n'empêche quand même, si vous y insistez, on peut vraiment faire, c'est des méthodes basées sur les simplex, et qui nous permettent vraiment de découvrir un peu l'espace expérimental avec des essais successifs séquentiels qui nous permettent vraiment de localiser là où il y a une bonne performance, une robustesse de notre procédé industriel. Alors, comme vous pouvez le voir, les points en bleu là, chaque point là, il représente un essai. D'accord? Chaque point, il représente un essai. Alors, si quelqu'un veut me dire, veut faire tous les essais dans le domaine d'études, bien sûr, il y a une infinité d'essais. D'accord? Chaque point, il représente un essai. Donc, il y a une infinité de points. Donc, la question, c'est quoi? C'est que le plan d'expérience, il nous permet de choisir un nombre fini d'essais qui vont nous permettre d'avoir une idée un peu claire et nette sur le process. C'est sur le domaine d'études, bien sûr. On va le voir tout de suite, Inch'Allah. C'est quoi une surface de réponse? Bien sûr, une surface de réponse, ici j'ai mis le cas où on a seulement deux variables, deux facteurs, f x1 et x2, et bien sûr on a une réponse. On essaie de visualiser sur un truc en 3D, d'accord? C'est ce qu'on appelle une surface de réponse. J'ai mis ça en couleur et ça en noir et blanc juste parce que ça m'intéresse plus. Là en couleur, mais si vous regardez, il y a des couleurs, rouge, jaune, bleu ciel, bleu, etc. Et ça montre effectivement que la réponse, comme on a l'impression que la réponse à ce niveau-là, il est assez forte, il est assez élevé. Ici, il est assez élevé, il est assez élevé. Et en s'approchant du centre, on a la réponse qui diminue. D'accord? Ça, c'est comme ça ressemble les gens qui ont fait un peu de géologie, c'est les courbes de niveau. Et c'est exactement les courbes de niveau quand on se retrouve dans le plan X1, X2, comme vous pouvez le voir d'une manière circulaire ou elliptique ici. Mais c'est des courbes qu'on va essayer certainement
d'en parler, Inch'Allah, dans les exemples qu'on va traiter. Alors, c'est quoi les types des plans d'expérience? Ça, c'est une chose très, très importante. Le domaine des plans d'expérience est un domaine trop, trop vague. D'accord? Et moi, j'ai essayé de vous faire une typologie, juste une sorte de classification pour vous dire euh, quand est-ce qu'on fait appel à ce plan, quand est-ce qu'on ne fait pas appel à ce plan-là. Avec ma petite expérience, ma modeste expérience avec mes étudiants, quelques petits projets que j'ai encadrés dans le secteur industriel, avant comme je vous ai dit tout à l'heure, avant d'entamer l'élaboration de votre plan d'expérience, parfois on fait des essais préliminaires et parfois on exploite des données existantes chez l'industriel. D'accord? Et ça, par exemple, si je regarde, par exemple, si je me rappelle très bien, c'est un procédé de lexiviation, je pense, d'accord, de métaux fer, arsenic et cobalt. Mais quand on voit là le rendement du process de lexiviation, qu'est-ce qu'on remarque que on a l'impression qu'on est face à des droites. Quand la température augmente, on a des droites. Alors dans ce cas-là, quand je vois ce genre de phénomène, je peux me permettre de dire que la température, il a un effet linéaire sur le rendement. Et ça me permet vraiment de m'orienter vers cette catégorie de cas linéaires. Et quand on est dans le cas linéaire, on peut s'orienter vers des plans factoriels complets ou bien des plans factoriels fractionnaires et des plans factoriels, ou les plans de Blackett-Burman. Alors, les plans fractionnaires, c'est des plans qui viennent des plans factoriels complets, comme on va voir, Inch'Allah, dans d'autres séminaires, mais c'est des plans fractionnaires qui permettent de réduire encore davantage les plans factoriels complets, parce que les plans factoriels complets, ils génèrent un nombre d'essais assez énorme, surtout qu'on est face à un nombre de facteurs qui est assez élevé. Regardez ici, dans ce cas-là, toujours dans le même process, je vois que le rendement, la relation entre le ratio acide et le rendement, on a l'impression, surtout pour l'extraction, bien la lexiviation de l'arsenic et le fer, on voit qu'il y a une courbure. Ça veut dire, là, ça nous dit tout simplement qu'il y a un phénomène de non-linéarité. Et quand on fait des études préliminaires, on voit des courbes comme ça, on est obligé de s'orienter dans le choix de notre plan vers la catégorie des plans non linéaires. Et là, je cite seulement trois, il y a les plans composites centrés, le Box-Benken et le Dohler. On aura, Inch'Allah, dans d'autres séminaires, de vous faire des exemples d'application aussi importants. Alors, il y a les plans de mélange. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, pourquoi vous avez mis les plans de mélange dans les plans d'expérience? Effectivement, vous avez raison. Mais j'ai préféré vous parler des plans de mélange, que ça existe, mais la vision et la philosophie des plans de mélange, elle est un peu différente par rapport aux plans d'expérience. Pourquoi? Parce que dans les plans d'expérience, les inputs, les X1, X2, X3, c'est des facteurs. Et quand je dis des facteurs, c'est des facteurs qu'on contrôle. C'est-à-dire, ils peuvent être des températures, je ne sais pas, des concentrations, des additifs, le courant, les vitesses de malaxation, des vitesses de rotation, des pressions, etc. Par contre, quand on parle de mélange, quand on est face à des expérimentations, on a seulement des mélanges des constituants et on fabrique je ne sais pas, des polymères éventuellement, des mélanges avec des constituants, 1, 2, 3, 4 constituants, et on partage le 100% entre, par exemple, les constituants qu'on essaie de mettre. Voilà, ça s'applique principalement les bâtiments, d'accord, le BTP, dans tout ce qui est industrie de peinture, etc., etc. Mais les plans de mélange, c'est quand on est face à des essais où on a seulement des combinaisons entre des constituants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur autre que ça. Mais quand j'ai une expérimentation où j'ai des mélanges
et avec des facteurs. Supposons que je fais le mélange, mais je sais très bien que même si je fais la composition de mon mélange, il y a toujours des facteurs qui peuvent agir sur la synergie de ce mélange-là, notamment par exemple la température, la vitesse d'agitation, le temps de séjour, je peux imaginer là. Alors là, si on prend en considération ces facteurs-là, on ne sera plus dans le plan de mélange, mais on sera dans les plans produits ou bien les plans mixtes. Alors, le dernier des plans qui, moi, j'estime le plus important, c'est le plan de Taguchi. Pourquoi quand il y a un bruit? J'ai dit la présence de bruit. Tout simplement parce que Taguchi, c'est un scientifique, c'est un industriel qui a vraiment changé de paradigme de tout ce qui est contrôle de qualité. Vous savez tous, il y a des gens qui disent pour contrôler la qualité d'un process, il faut le couver. Ça veut dire qu'il faut minimiser le bruit externe. Le bruit extérieur, ça veut dire il faut pas y avoir de bruit. Il faut avoir une température ambiante, contrôler ça avec des climatiseurs. Il faut pas avoir de poussière. Il faut pas avoir ça. Les opérateurs, ils doivent être assez rigoureux, assez corrects, assez donc là, parfois, on est dans une approche de limiter le bruit extérieur. Alors Taguchi, il a ramené toute une théorie pour nous dire, attention, si vous voulez vraiment optimiser la performance d'un process, au lieu de le couver comme je viens de vous le dire, il faut le laisser correctement et il faut optimiser, c'est là où il nous a parlé de la notion de robustesse, c'est-à-dire un procédé industriel robuste. C'est un procédé qui a une performance assez importante, même s'il y a des bruits, d'accord. Euh, le procédé garde toujours sa performance optimale. Et là, ça me rappelle aussi, pour les gens qui ont fait un peu d'optimisation, ça me rappelle un peu l'analyse de sensibilité. Quand on arrive à obtenir le point optimal ou la configuration optimale de notre process, des facteurs de notre procédé, la question, s'il y a seulement un petit changement au niveau de la matière première, le produit, il change complètement et il mute complètement. Et pour remédier à ça, les industriels cherchent toujours la robustesse au niveau de leur procédé. Et pour le faire, il faut vraiment faire des plans de Taguchi. Moi, j'ai vécu l'expérience de Taguchi à 2 reprises. Si je me rappelle très bien, c'était avec, je pense, avec la société Azura, qui faisait la production de tomates cerises. Je me rappelle très bien. Et je me rappelle plus dans un autre projet, je ne me rappelle plus. Mais c'est un axe qui est très, très important. Alors, le modèle mathématique. Alors, le modèle mathématique, c'est un modèle. Alors, je suis déjà à 30 minutes de mon exposé, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, le modèle mathématique, c'est ça. D'accord? Alors, le AI, le A0, c'est la moyenne de la réponse. D'accord? La moyenne arithmétique. Les AI, c'est l'effet du facteur XI. Le AIJ, c'est l'interaction, l'effet d'interaction. Et le AII, c'est l'effet de la non-linéarité de XI. Donc, le E là que vous avez là, c'est une erreur qui cumule un peu l'erreur d'ajustement qui, qui, peut, qui peut être différente parfois. Parce que les gens, comme je vous ai dit là, juste pour vous dire, c'est que pour m'orienter vers un type de posé, je fais une étude préliminaire. Je fais une recherche bibliographique. Mais parfois, je m'oriente vers le plan factoriel complet. Mais peut-être c'est faux. Que mon problème est non linéaire. J'aurais dû m'orienter vers le Box-Benken. Ça veut dire que cet écart-là, entre le modèle réel et le modèle que j'ai postulé, il peut se traduire sous forme d'une erreur à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et c'est pour cela que j'ai parlé de la norme de l'erreur d'ajustement. Ça veut dire un bon modélisateur, quelqu'un qui fait une très bonne étude, il va remédier à cette erreur d'ajustement de modèle, qui mesure l'écart du modèle a priori avec le modèle réel.
Alors, il nous reste l'erreur expérimentale, vous le savez tous, c'est la répétabilité qu'on a sur sur le même essai. Parfois, on peut se retrouver avec des réponses différentes. Alors, j'ai dit c'est quoi le AIJ. Alors maintenant, je vais passer à des exemples d'applications. Pour les applications, je vais essayer de me limiter au plan factoriel complet. Peut-être pour d'autres séminaires, je vais essayer de vous faire un peu d'autres exemples. Ici, pour le plan factoriel complet, quand on a seulement deux facteurs, x1 et x2, d'accord, on est face à un modèle sous cette forme-là qu'on doit calculer. Alors, il faut calculer le A0, le A1, le A2, le A12, etc. Donc, combien on a de constantes à calculer? Il y a A0, A1, A2, A4. Ça veut dire qu'on a 4 constantes. Ça veut dire qu'on a 4 inconnus. Et pour avoir 4 inconnus, on a besoin de 4 données. C'est le nombre de données doit être au moins supérieur au nombre d'inconnus. D'accord? Alors, les essais, par exemple, supposons que le facteur x1, c'est la température et le facteur x2, c'est le poids d'un additif, par exemple. Alors, sur ce domaine expérimental ou bien ce domaine d'étude, le plan factoriel complet, il nous donne le choix, ça veut dire de réaliser, l'obligation de réaliser ces 4 essais qui représentent les sommets de ce carré-là, ou bien ce rectangle-là. Ça veut dire que vous avez ici 80. Par exemple, ici, le premier essai, c'est 80. C'est le premier essai, c'est, par exemple, je prends pas A. A, le premier essai, c'est que la température à 20 degrés et le poids de l'additif à 5 grammes. D'accord? Le deuxième essai, c'est la température à 80 degrés et le poids de l'additif à 5 grammes. Le troisième essai, c'est le poids, la température à 20 degrés Celsius et le poids de l'additif à 10 grammes. Et D, bien sûr, c'est 80 degrés Celsius, 10 grammes. La question qui se pose, c'est quoi? Il y a des gens, pourquoi on choisit le sommet? C'est une théorie aussi purement mathématique parce que quand on dit, pour avoir une idée sur ce qui se passe à l'intérieur, il suffit de connaître ce qui se passe au niveau de la frontière. Et pour connaître ce qui se passe au niveau de la frontière, il faut connaître ce qui se passe dans l'heure au niveau des sommets. D'accord? C'est une manière de voir les choses. C'est vraiment toute une théorie là-dessus. On aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler. Alors, le plan d'expérience, il y a le tableau d'expérimentation, comme vous pouvez le voir là. C'est les essais qu'on va faire, que je viens de vous dire, ce qui représente les sommets du domaine d'études, d'accord? Et bien sûr, quand on réalise ça, ces plans, bien sûr, comme vous pouvez le voir là, 20 degrés, c'est le niveau bas, j'ai mis -1. 5 grammes, c'est le niveau bas du poids, -1. Quand c'est le niveau haut, je mets +1. Quand le niveau bas, je mets -1. Et j'aurai un truc, un tableau où il n'y a que des -1 et 1. Et bien sûr, je mesure la réponse. Pour chaque essai, je réalise l'essai 1, je mesure la réponse. Je réalise l'essai 2, je mesure la réponse, etc., etc. Bien sûr, les niveaux -1 pour c'est 20 et 5 grammes pour les deux facteurs, et +1, ça représente 80 degrés pour le facteur 1 et 10 grammes pour le facteur numéro 2. Une fois j'ai ce tableau-là, ça y est, j'ai réalisé mes essais, je passe à l'analyse. Alors, je ne vais pas vous dire comment on va calculer A0, A1, A2, A1, A2. Juste, je veux dire tout simplement que chaque essai, il représente une équation. Ça veut dire quand je dis que quand le facteur 1 est égal à -1 et le facteur 2 est égal à -2, -1, si vous représentez ici -1 ici, -1 ici, -1 fois -1, ça donne 1, vous allez obtenir A0 plus moins A1 moins A2 plus A12 est égal à Y, ça vous donne une équation. Et vous aurez une autre équation, une troisième équation, une quatrième équation. Et on peut résoudre ces équations. On va obtenir, c'est quoi A0, c'est quoi A1, c'est quoi A2, c'est quoi A3, A1, A1, 2. Vous pouvez voir facilement que le A0 là, ça représente effectivement
La moyenne, c'est Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4. Le tout sur 4, c'est exactement la somme de ces réponses sur ça. Bien sûr, vous pouvez, pour les gens qui veulent approfondir, A1, ça représente l'effet du facteur A1, F1, X1, et A2, ça représente l'effet du facteur 2, qui est le poids, et A1,2, ça représente l'effet d'interaction entre F1 et F2, c'est-à-dire entre la température et le poids. Alors, je vais essayer d'être un peu plus bref et je vais essayer de traiter avec vous un exemple. C'est parmi les premiers exemples que j'ai traités en plan d'expérience. Mon grand salut, c'est Ilias. C'était un travail excellent qui a été réalisé en partenariat avec la société Danone. D'accord? Et excusez-moi, j'ai choisi des photos. Il y a le drapeau français, mais c'est pas grave. Alors, l'objet de l'étude, c'est d'étudier l'impact euh, de la variation de la concentration des transiglaminases, je ne me rappelle plus, TG, sur la texture du yaourt ferme, l'optimisation de l'utilisation des protéines. Alors, ça, c'est des souches qui coûtent cher, les transiglaminases, et puis les protéines, ça coûte cher. Alors, pour améliorer la texture, on est obligé d'optimiser ces deux constituants qui coûtent cher pour l'entreprise. Et pour être compétitif au niveau du marché, je me rappelle très bien que la conjoncture à l'époque était vraiment un problème de positionnement au niveau du marché du yaourt au niveau Maroc. Alors, la modélisation de la variation de texture, ça veut dire qu'on veut optimiser ces deux ingrédients tout en maximisant vraiment la texture de notre produit pour qu'il soit aussi compétitif que les gens, quand ils le consomment, ils l'apprécient parce qu'il faut aussi ne pas oublier la satisfaction qu'ils ont. Alors, après une étude de brainstorming, il a une belle pensée à M. Essam Hanan. La décision a été vraiment prise que c'est les deux facteurs, protéines, transglaminases, sur la viscosité et la dureté. Alors, pour mesurer la texture, ils ont essayé de la mesurer avec ces deux variables, la viscosité et la dureté. Et le procédé, il est là. Alors, bien sûr, ça, c'est une vision globale sur le process. Bien sûr, un plan qui était composé de 25 essais, d'accord, qui a été réalisé avec des concentrations différentes de TG et bien sûr et taux de protéines. Ici, les transglutaminases, heureusement je l'ai eu ici, c'est entre 0,5% et 2,5%. Et bien sûr, je pense que les protéines entre 1, je pense, jusqu'à 4, d'accord? Et bien sûr, cette partie-là, ça représente le plan d'expérience. Vous pouvez voir là. Je vais essayer de la prendre. Excusez-moi. Voilà. Ce que je vais mettre en jaune, ça c'est la partie codée, mais c'est la partie facteur réel. D'accord? D'accord? C'est exactement cette partie-là. C'est les essais. D'accord? C'est très bien. Et bien sûr, les réponses, c'est ce que je vais mettre en vert ici. Voilà. D'accord? Alors, les résultats de l'analyse de ces résultats-là a généré un profil très important, un profil qui est très important. C'est qu'on a deux réponses. Une réponse sur la viscosité et la durée,
Mais ce qui est à votre droite là, ici, c'est qu'on peut voir un peu l'effet de chaque facteur. D'accord? L'effet de chaque facteur. Excusez-moi. L'effet de chaque facteur. Ici, comme vous pouvez le voir, le facteur qui a un impact, c'est le taux de protéines en premier lieu, parce que regardez, il a une hauteur qui est très importante. Après, c'est oui, le TG qui est ici, sur la viscosité. Au niveau de la dureté, on a un peu un phénomène inverse. D'accord? On a ces trans... Attends, je vais la prendre là. Transglutaminase. Transglutaminase qui a un effet important sur la dureté. Ensuite, il y a le taux de protéines. D'accord? Alors, c'est un exemple qu'on va essayer de traiter, Inch'Allah, ensemble. Tous ces résultats-là. On peut voir aussi les effets. D'accord? Ici, vous avez un effet assez important de taux de protéines sur la viscosité par rapport à celui de transglutaminase. D'accord? Ensuite, la dureté, on peut représenter les pentes comme l'effet. On voit là que le transglutaminase, il a un effet très important par rapport à celui de la protéine sur la dureté de notre produit. On peut envisager des normes qualité, par exemple. Ici, comme vous pouvez le voir là, les normes qualité, c'est que on exige à ce que la dureté soit entre 12,3 et 13, et on exige à ce que la viscosité soit entre 250 000 et 300 000. Et quand on exige ça sur notre process, on se retrouve avec cette zone qui est acceptable, c'est la zone blanche. D'accord? C'est cette zone blanche. Ça veut dire que quand on est dans cette zone blanche, que j'essaie de marquer, c'est une zone blanche qui va me dire, voilà, c'est une zone qui m'assure les normes de qualité que je viens de fixer à ce niveau-là. Et tout le monde va me dire, monsieur, quelle est la configuration à prendre. Ça dépend. Si vous êtes, je vais changer de couleur. Je vais changer de couleur. Si vous avez transglutaminase qui est trop cher, si vous avez le transglutaminase qui est trop cher, alors dans ce cas-là, on a l'intérêt à descendre vers le bas, ici, à prendre cette zone-là. Mais si vous avez les protéines qui sont encore plus chères, alors on va arbitrer vers cette zone, non, cette zone-là, vers cette zone-là. D'accord? je vais effacer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez vu tout ça, que ici, ça nous permet un peu, cette zone-là, si vous ne pouvez pas arbitrer entre les deux, on est obligé d'aller dans cette zone, cette bande-là. Chaque point de cet espace-là, ça représente. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire, si le taux de transglutaminase il est trop cher par rapport au taux de protéines, je vais prendre ça. Ça veut dire que je vais m'orienter à 37,5 au niveau taux de protéines pourcentage et puis 0% de transglutaminase complètement. Et si le taux de protéines sont chers, alors je vais opter vers ce point-là qui me donne presque 1,3% de transglutaminase et 0% de protéines. Donc là, c'est des choses qu'on pourra toujours tirer et qu'on verra certainement sur un exemple sur machine, tout de suite. Alors, l'exemple numéro 2, c'est un exemple d'électrolyse, d'accord? Électrolyse tout simplement parce que c'est une manière de gérer, faire le décomptage de cellules d'or sur des pièces.
Ça veut dire on a une solution, un électrolyte avec des sels d'or et de cobalt. Et avec l'électrolyte, on a les particules d'or qui se décantent sur la pièce et on a un produit plaqué or. Et bien sûr, les paramètres, on veut toujours optimiser ce procédé. Alors, pour optimiser ce procédé, alors l'objectif, on a deux objectifs. On a un objectif 1 qui, qui vise à optimiser ou à réaliser une bonne vitesse de dépôt. D'accord? Ça veut dire qu'on aura notre pièce plaquée or le plus vite possible. Le deuxième objectif, c'est obtenir des cobalts, c'est une teneur de cobalt sur les pièces de l'alliage entre 300 et 400. Ça, c'est une norme qualité. Ça, c'est déjà avec l'énoncé de cette problématique, on arrive à définir les variables réponses. Mais c'est quoi les variables entrantes? C'est-à-dire les facteurs qui déterminent. Alors, j'ai préféré, j'ai bien voulu faire avec vous cet exemple-là, parce que c'est l'occasion pour nous de parler de diagramme d'Ishikawa, ou bien les 5 M, matière, méthode, je sais pas, méthode, mesure, moyen, milieu, d'accord? Et on voit clairement que on arrive à travers une discussion, on arrive à trouver que cette variable, ce facteur-là et le facteur densité, à travers une série de concertations, on voit clairement que ces facteurs qui agissent d'une manière importante sur la vitesse de dépôt et la vitesse et la teneur du cobalt de notre pièce. Alors, nous avons discuté encore davantage. On a vu que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut limiter l'espace niveau bas et niveau haut. Alors ici, vous avez le niveau bas et le niveau de chaque facteur. Ici, la concentration d'or entre 2 grammes par litre jusqu'à 15 grammes. 5 ampères, densité de courant 5 ampères par décimètre cube et 25 ampères par décimètre cube, etc. L'objectif, c'est de réaliser un plan factoriel complet. On a postulé pour ça. Le nombre de facteurs qu'on doit calculer, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que j'ai besoin d'au moins 8 essais. Alors, les 8 essais, ils sont donnés comme dans il n'y a pas l'espace d'expérimentation, le domaine d'étude, il est devenu comme un cube dans ce cas-là parce qu'on a 3 paramètres. Alors, les essais, bien sûr, ils vont être les sommets de ce cube-là, d'accord? D'accord? Et qui vont être exactement sur ce plan d'expérience. Et bien sûr, quand on fait la réalisation de ces essais-là, d'accord, on mesure nos réponses. Donc, on réalise 8 essais, d'accord, et on mesure notre réponse. Les réponses, c'est après essai et sans là. C'est très bien. D'accord? Alors, maintenant, je vais essayer de faire avec vous directement une des applications pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, je vais... escape. Non, 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 non. Ah non, non. Alors, je vais essayer de faire avec vous. Je vais faire avec vous un essai sur Jump. D'accord? Alors, juste pour vous dire une chose, c'est que Jump, c'est un logiciel dédié principalement au plan d'expérience. D'accord? C'est un logiciel dédié principalement au plan d'expérience. D'accord? Et qui nous permet de faire des essais. Alors, je vais prendre directement avec vous cet exemple-là sur le transglutaminase. D'accord? Transglutaminase. Alors, j'ai essayé de lancer mon plan d'expérience. Je vais vous dire comment, mais
j'ai mon plan d'expérience qui est déjà prêt, d'accord? Et puis, je vais essayer de faire l'analyse maintenant. Alors, je fais analyse, modèle linéaire, d'accord? Automatiquement, j'ai donc, comme vous pouvez le voir là, ici, la viscosité, la dureté comme réponse. Ici, j'ai à ce niveau-là, dans cette boîte, cette zone-là, l'effet du taux de protéines, taux de transglutaminase et l'effet d'interaction de taux de protéines. Alors, je vais essayer de mettre ici criblage pour être sûr. Et je fais exécuter, d'accord? Je fais exécuter. Et je vois clairement que j'ai un truc qui est très important. J'ai la réponse, comme vous pouvez le voir, la réponse dureté, viscosité. La réponse dureté, c'est comme ça. Mais on peut ouvrir des zones. Alors, la qualité de mon modèle, elle est très importante. La résumé de l'ajustement, il est de l'ordre de 90%. Les gens qui ont fait des statistiques pour la régression linéaire simple, ils vont savoir que 90%, ça me permet de dire que les deux facteurs transglutaminase et le facteur taux de protéines, ils contrôlent 90,6% de la viscosité, c'est ce qui est très important, d'accord? On peut avoir notre modèle, d'accord? On peut avoir notre modèle. Ça veut dire, je peux dire, en regardant estimation de coefficient, je peux dire que le A0, que j'ai dit tout à l'heure, est égal à 192 593. Le A1, le coefficient, l'effet du TP de taux de protéines, il est de 27 118. L'effet de transglutaminase, il est de l'ordre de 10 143. Et l'effet d'interaction, il est de l'ordre de moins 1,1. Mais ce qui est très important dans ça, c'est qu'il faut toujours contrôler ce qu'il y a dans la p-value ou bien signification, significance. On voit clairement que les p-values, ils sont inférieurs à 0,05, ça veut dire qu'ils sont mis ici en rouge, en orange, juste pour vous dire que l'effet, il est significatif. Ça veut dire que les deux facteurs-là, ils sont significatifs. Mais pour l'interaction, la signification, elle est faible. Ça veut dire qu'on peut dire, quand il est supérieur à 0,05, on peut dire qu'il est faible. Donc, je peux dire que ici, l'interaction, il n'y a pas d'interaction entre les deux facteurs qui transglutaminase et taux de protéines. D'accord? Et ça se voit ici à ce niveau-là, dans ce tableau-là, dans ce graphe. C'est que ici, on a ces deux lignes bleues. Ce qui dépasse, c'est exactement l'effet de taux de protéines, taux de glutaminase. Alors, on va voir maintenant la dureté, réponse dureté. Alors, la réponse dureté, on est face à un résumé de l'ajustement. On est presque à 89,3% au niveau de R carré, c'est rassurant. Juste pour dire tout simplement que 89,3% des fluctuations de notre dureté, ils sont contrôlés par, par le taux de protéines, taux de transglutaminase, d'accord? Et ça, ce qui est important, rappelez-vous très bien que si on trouve un R carré qui est très faible, ça veut dire tout simplement que notre recherche de variables, il n'est pas bonne. Ça veut dire qu'on a certainement zappé quelques facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur notre réponse. Alors ici, on touche toujours le même phénomène. On a un tableau d'estimation de coefficient. On a le A0 qui est 9,49. Le A1, c'est 0,62. Le A2 est égal à 0,64. Et le A12, l'effet d'interaction 0,22. Et là, on voit clairement que tous les coefficients ils sont significatifs. Ça veut dire que dans ce cas-là, au niveau pour la dureté, il y a une interaction qui est significative entre les protéines et les transglutaminases. Et ça se voit aussi avec ce diagramme-là qui peut nous aider. Alors, on est face presque les mêmes résultats que nous avons vus sur les slides. Mais moi, ce que je veux faire avec vous, et ce que je n'ai pas, ce que vous avez vu sur les slides, c'est le diagramme d'isoréponse.
Alors, je vais essayer voir profiler de coupe. Ici, je vais faire un profiler d'isoréponse. D'accord? Et là, je suis face à ça, à ce tableau. D'accord? C'est très simple. On a ici transglutaminase. D'accord? Transglutaminase. D'accord? Euh, D'accord. Alors, ici, j'ai les transglutaminases. Et ici, j'ai les protéines sur l'axe des X. D'accord? Alors, c'était quoi les normes de qualité qu'on avait tout à l'heure? On va essayer de revenir sur les slides et de voir c'était quoi les normes de qualité. Voilà, ils sont là. Alors, les normes de qualité pour la viscosité, c'est 250 000, 300 000. D'accord? 250 000, 300 000. Alors, je vais revenir sur mes résultats. De viscosité, 250 000, 250 000, d'accord? 300 000, 300 000. Très bien. Ah, d'accord. Regardez ce qui se passe. Une fois je spécifie ça, cette zone-là, elle diminue. Ça veut dire que c'est cette zone blanche qui me permet d'être dans les normes de qualité de la viscosité. Alors maintenant, je vais intégrer les normes de qualité de quoi? De, de la dureté. 12,3 jusqu'à 3%. 12,3 jusqu'à 3%. Donc, je vais revenir sur ça. 12,3, 12,3, je pense, jusqu'à 13%. Voilà. Et ben voilà. Donc, je vais mettre ça, 13. Voilà. Et ici, je vais mettre 250 000. Ah, c'est très bien. Alors, vous pouvez voir clairement que ici, quand je clique sur ça, c'est cette zone blanche qui est faisable, qui me donne les normes de ma qualité. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je me mets ici, si j'ai peut-être j'ai pris directement les résultats de mon cher ami Ilyes, mais regardez, parce que j'allais me poser une question tout à l'heure parce que j'étais à 0% de taux de protéines, chose qui n'avait pas de sens. Alors regardez, alors si les transglutaminases sont chères, donc je vais baisser vers le bas. Donc ici, je vais prendre cette étape-là, ce niveau-là. Alors regardez ce niveau-là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne, il faut 3,2 de protéines ici, et il faut 1,7 de transglutaminase. Mais si les taux de protéines sont trop chers, alors je vais être à ce niveau-là, d'accord? À un niveau bas de taux de protéines et un niveau donc ici, de taux de protéines et un niveau de 3,225 au niveau de transglutaminase. Donc là, ça vous permet un peu de jouer sur cette zone-là et choisir la configuration qui vous donne. Et par exemple, regardez, il y a une chose qui est très importante que je veux préciser à ce niveau-là, c'est que regardez, peut-être dans un autre exemple, parce que là, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Je voulais parler des courbes isoréponse, mais c'est pas la peine en ce moment-là. C'est bon? Donc, je pense que je m'arrête à ce niveau-là pour ne pas vous stresser encore plus. Je veux traiter avec vous l'autre problème d'électrolyse, mais peut-être pour une autre séance, Inch'Allah. J'espère, je vais essayer de partager avec vous le maximum de documents. Et je pense que si à travers le groupe, vous allez recevoir toute la documentation possible en matière de documents, de slides, tout ce que vous voulez. Mais si vous avez des besoins encore plus importants, peut-être je vais essayer de concerter avec les administrateurs du groupe et de cibler quelques aspects un peu particuliers. Et je vais essayer de les traiter avec vous.
Je vous remercie infiniment. J'espère que j'ai pas pris assez de temps pour mes slides. Je m'excuse pour le petit problème qu'on a eu au début. Bonne soirée et bon confinement, Inch'Allah. Merci à vous.